2 policiers se moquèrent de lui depuis la table de la défense, mais lorsqu'il annonça qu'il était le directeur de la sécurité intérieure, toute la salle d'audience se figea. Les murs de la salle d'audience 3B du palais de justice du comté de Loon étaient tachés de jaune près des bouches d'aération du plafond. Le sol craquait à certains endroits et la climatisation sifflait plus fort qu'elle ne refroidissait. C'était le genre d'endroit où rien ne changeait vraiment, ni les chaises, ni les gens, et certainement pas les préjugés. À 9h02, Leonard Braxton entra en costume gris foncé, un dossier en cuir à la main, sans rien de tape à l'œil. Il ne scruta pas la pièce comme quelqu'un qui essaie de déchiffrer. Il savait déjà ce qu'il allait trouver. 2 policiers à la table de la défense, blancs, larges d'épaules, affichant un air ennuyé. Celui de gauche se pencha en arrière et murmura quelque chose, ce qui poussa l'autre à renifler et à sourire comme un enfant en détention. Léonard ne broncha pas. Il avait vu pire dans des pièces bien plus froides que celle-ci, des endroits où le pouvoir ne portait pas d'uniforme, mais des masques. Monsieur Braxton, le greffier l'appela en faisant un geste vers le témoin. Il s'avança silencieusement, chaque mouvement mesuré, sans se presser, sachant que le temps jouait en sa faveur. En passant devant la table de la défense, il croisa le regard de l'agent Brett Kinley, la quarantaine, avec une coupe au bol, mâchant du chewing-gum comme un adolescent. Kinley le fixa une seconde de trop, puis se pencha vers son partenaire, probablement un autre témoin racial. Il marmonna juste assez fort, « Ils font sortir un de ces types chaque fois que nous faisons notre travail. » Son partenaire, l'agent 3 d'Anvers, rit sous cape. « Je parie qu'il est professeur. Ils veulent tous être professeurs. » Léonard l'entendit, tout comme l'huissier qui ne dit rien. Le juge, un homme avec des poches permanentes sous les yeux, tapotait son stylo comme s'il attendait le déjeuner. Léonard prit place à la barre. « Veuillez indiquer votre nom pour le compte rendu. » Le procureur demanda à Léonard, « Franklin Braxton, et votre profession ?» Monsieur Braxton répondit, « Je travaille au gouvernement, c'est tout. » Pas de titre, pas d'explication supplémentaire. Le procureur n'insista pas. Ils avaient une stratégie, laisser le témoignage parler avant le CV de l'homme. Kinley se pencha à nouveau, parlant derrière sa main. « Je parie qu'il est d'un niveau étatique. » Le gars de la diversité. D'Anvers rit à nouveau puis bâilla. Léonard était assis calmement, sa posture plus droite que le dossier bon marché derrière lui. Ses yeux ne s'égaraient pas. Il n'était pas intéressé par les peintures murales de la salle d'audience, ni par les drapeaux usés. Il observait les 2 hommes qui pensaient le regarder. Le procureur commença par des questions douces, des détails sur l'arrêt, ce que Léonard avait examiné, pourquoi on lui avait demandé de témoigner. Tout semblait basique, comme préchauffer un four. La vraie chaleur n'avait pas encore commencé. De la galerie, une femme en chemisier bleu clair le regardait attentivement. De courtes tresses, peut-être la trentaine. Elle serrait un dossier en papier kraft si fermement que les bords s'étaient recourbés. À côté d'elle, un jeune homme d'une vingtaine d'années était assis. Une cicatrice traversait sa pommette comme un vieux souvenir. Il ne scia pas une seule fois pendant que Léonard parlait. D'Anvers chuchota, « Regarde ses chaussures », mais il imagina que c'était probablement l'un de ces types de Washington qui essayait de faire passer un message. Kinley rit dans sa barbe. « Ouais, regarde-le pleurer à propos d'un traumatisme systémique ou d'une connerie. » Léonard avait entendu cela aussi. Il ne scia pas, il tourna simplement une page de ses notes. Lentement, délibérément, chaque respiration qu'il prenait semblait calme et contrôlée. Le juge leva finalement les yeux. « S'il vous plaît, tenez-vous-en au fait. Monsieur Braxton, aucune opinion. » Léonard croisa son regard et fit un petit signe de tête. « Les faits sont tout ce que j'ai apporté, votre honneur. » Mais même là, pas une seule personne dans la salle ne savait à qui ils avaient affaire. Les officiers n'avaient pas cherché la liste des témoins sur Google. L'avocat de la défense n'avait pas effectué de vérification des antécédents appropriés et personne, pas même le juge, n'avait été informé de ce qui se passait réellement ici parce que Léonard Braxton ne voulait pas que quiconque le sache. Pas encore. Il n'était pas là pour prouver son titre. Il était là pour prouver quelque chose de complètement différent. Mais il ne réalisait pas d'eux qu'il se moquait pour comprendre pourquoi Léonard Braxton restait silencieux. Il faudrait remonter à environ 30 ans en arrière, à une table de cuisine à Fort Smith, Arkansas. Un jeune Léonard était assis en face de son père, un soudeur aux mains calleuses, habitué à se réveiller avant le soleil. Son père ne parlait pas beaucoup, mais ce matin-là, il avait dit quelque chose que Léonard n'avait jamais oublié. « Les gens ne verront pas ton titre, mon fils, ils verront ce qu'ils s'attendent à voir. Que ce soit à ton avantage. » Léonard vivait cette leçon depuis qu'il était petit. De l'argent, mais il venait de l'ordre, de la discipline, du respect qui devait être gagné 3 fois.
Il avait financé ses études à l'université de Tulsa, avec une spécialisation en justice pénale et une mineure en politique étrangère, sans fête de fraternité, sans bruit, juste des livres, des séances de gym à 6 heures du matin et des quarts de nuit à la bibliothèque universitaire. Il avait postulé à un programme peu connu à Washington, D.C., juste après avoir obtenu son diplôme, une bourse nationale de lutte contre le terrorisme qui acceptait rarement des candidats extérieurs aux universités de l'Ivy League. Il avait réussi du deuxième coup. Personne dans la salle n'avait applaudi quand il était entré le premier jour, mais à la fin de cette année-là, personne ne s'était demandé pourquoi il était resté. Léonard n'avait pas grimpé, il avait gravi les échelons. Pas de faveur, pas de scandale, pas d'articles dans la presse, juste un travail propre, des décisions intelligentes et une réputation de se souvenir de tout, numéro de badge, plaque d'immatriculation, anniversaire de collègues qui avaient oublié le sien. Il ne parlait pas de politique, de race ou de situation générale. Il lisait simplement les gens mieux que la plupart des analystes. Il lisait des notes classifiées. À 42 ans, il dirigeait les opérations de contre-espionnage. À 50 ans, il participait à des réunions de situation sans jamais faire la une des journaux. L'appel du président était venu discrètement, une nomination à la tête de la sécurité intérieure. Léonard avait accepté à une condition. Pas de conférence de presse, juste une ligne dans un mémo enfoui entre les annonces budgétaires. Il n'avait pas besoin que le monde le sache. Il avait besoin que le travail soit fait. C'était ce qui avait rendu cette audience si personnelle. Léonard n'était pas là en tant que directeur, il n'était même pas là en tant que fonctionnaire fédéral. Il était là parce que l'affaire avait atterri sur son bureau dans une pile de rapports, un dossier parmi des centaines. Mais ce qui avait retenu son attention, ce n'était pas seulement la brutalité, c'était la familiarité. La victime, Darius Miles, avait servi à l'étranger. Léonard avait examiné le dossier de sécurité de Darius une fois, lorsqu'il avait demandé une habilitation de sécurité gouvernementale. Le jeune homme était propre, discipliné, déterminé et maintenant, grâce à 2 officiers suffisants du sud de la Géorgie, ce même jeune homme avait une plaque de métal dans la mâchoire et des lésions nerveuses permanentes dans la main gauche. Ils avaient qualifié cela de force excessive. Léonard l'avait appelé autrement. Il avait regardé la photo de Darius sur la dernière page du rapport et avait dit à voix haute « Non, pas celui-ci ». Il avait demandé à son équipe le dossier complet et quand il avait vu les noms de Brett Kinley et 3 d'Anvers, il avait eu l'impression de lire une mauvaise fiction. Mêmes officiers, même modèle, arrêt excessif, images manquantes, plaintes qui n'avaient mené nulle part. Mais c'était ce qu'il n'avait pas pris la peine de cacher qui avait fait secouer la tête de Léonard. Paperasse bâclée, faux rapport, l'arrogance de penser que personne ne regarderait plus en profondeur. Alors il avait appelé non pas DC, mais le tribunal local. « Clark, je témoignerai », avait-il dit, « il n'est pas nécessaire de mentionner qui je suis, monsieur, respectueusement, pourquoi pas ? Parce que la vérité n'avait pas besoin d'être mise en lumière, elle avait juste besoin d'un endroit où se tenir. » Il avait réservé une chambre modeste dans un motel en dehors de la ville, il avait conduit lui-même, portant un costume qui ne criait rien au fédéral, et quand il était entré dans la salle d'audience ce matin-là, il ne portait pas le poids de son titre, mais le souvenir de chaque fois que quelqu'un comme Kinley ou d'Anvers souriait narquoisement pour échapper à la responsabilité. Il n'était pas venu leur donner une leçon, il était venu leur tenir un miroir, mais ce n'était plus juste une audience, c'était personnel. Brett Kinley et 3 d'Anvers n'étaient pas des débutants. Ils n'étaient pas non plus des policiers corrompus au sens traditionnel du terme. Pas de trafic de drogue secret, pas de lien avec la mafia, pas de pot de vin en coulisses, juste 2 officiers qui croyaient que le badge leur donnait l'immunité. Ils étaient partenaires depuis près de 9 ans à Val d'Osta, une petite ville aux gros égos. Brett aimait appeler cela du vrai travail de police, comme si le fait de griller les panneaux d'arrêt et de vérifier les plaques d'immatriculation avait construit l'épine dorsale de l'Amérique. 3 jouaient les remplaçants, plus calmes, mais seulement quand ils ne buvaient pas ensemble. Ils avaient construit un dossier rempli de ce que le département appelait une police proactive, ça sonnait bien dans les mémos, ça se lisait comme l'enfer dans les plaintes. Les ennuis avaient commencé ou avaient peut-être juste débordé avec un contrôle routier sur Holby Road. Darius Miles revenait de cours du soir, son feu arrière était fissuré, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Les images de la caméra de bord avaient commencé tard, comme toujours quand ces 2-là étaient impliqués. Ce qu'elles montraient, c'était Darius debout devant sa voiture, les mains visibles, calme, demandant pourquoi il était fouillé. Cause probable, Brett avait dit d'une voix décontractée pour ce que Darius avait demandé, « Dis-moi ». 3 étaient intervenus. Le reste des images avait été coupé et ceux qui n'avaient pas capté, les dossiers hospitaliers avaient été remplis. Épaules disloquées, mâchoire fracturée, un ligament déchiré dans son genou et une marque de botte dans son dos. Le département l'avait classé comme un incident suspect résistant, une autre ligne dans une base de données. Darius avait déposé une plainte, aucune réponse. Il en avait déposé une autre,
Celle-ci était arrivée à quelqu'un avec juste assez d'influence pour la pousser sur le bureau d'un procureur adjoint. Ce procureur adjoint avait contacté des observateurs fédéraux, l'un d'eux l'avait signalé et l'avait transmis à la chaîne, et c'est ainsi qu'elle avait fini entre les mains de Leonard Braxton. Mais Kinley et Danvers ne savaient rien de tout cela. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à une audience de révision basique, pensant que le pire qu'ils pourraient obtenir serait une affectation de bureau de 6 mois et une formation obligatoire à la sensibilité. Leur avocat, Benjamin Royce, avait une présence au tribunal à l'ancienne, en partie charme du Sud, en partie arrogance, enveloppé dans une robe à rayures bleu marine. Il se promenait comme s'il avait déjà gagné. Simple malentendu, avait-il dit à la presse à l'extérieur. Mes clients sont déterminés à servir leur communauté, nous allons clarifier cela. Dans la salle d'audience, il avait à peine regardé les témoins de l'accusation. Il connaissait le jeu, discréditer, distraire, retarder. Cela avait toujours fonctionné et jusqu'à présent, le juge semblait assez coopératif, les yeux fatigués, à court de patience, s'ennuyant facilement. Royce connaissait le type, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était Léonard. Quand Léonard était monté à la barre, Royce avait plissé les yeux comme s'il essayait de le placer. Peut-être l'avait-il vu dans un rapport de police une fois, peut-être qu'il ne l'avait pas vu. De toute façon, le nom ne lui disait rien et c'était ce qui avait donné l'avantage à Léonard. Voyez, Kinley et Danvers avaient fait cette danse avant de témoigner. Nier, regarder l'affaire s'effondrer, peut-être serrer la main du juge à l'extérieur après. Ils avaient eu confiance, non pas en raison de l'innocence, mais par habitude. Cependant, cette fois, les choses avaient déjà dérapé. L'accusation avait été plus serrée que d'habitude. Chaque question avait un objectif précis. Chaque pose avait touché une corde sensible, et maintenant Léonard parlait avec un calme qui rendait les gens nerveux. Danvers chuchota à Royce, « Ce type n'arrête pas de nous regarder. » Royce se pencha, l'ignora, le considérant comme insignifiant, mais même lui commençait à remarquer quelque chose de différent dans la manière dont Léonard exerçait son contrôle, la façon dont il ne broncha pas lorsqu'ils tentèrent de l'interrompre. La salle d'audience commençait à vibrer. La femme dans la galerie, tenant un dossier en papier craft, s'était penchée en avant. Darius, la mère de Miles, n'avait pas quitté Léonard des yeux. Elle était restée assise en silence, la bouche close. Elle n'avait pas parlé aux médias, n'avait rien publié en ligne. Elle attendait simplement que le processus s'exprime. Le tribunal était sur le point de découvrir que Leonard Braxton n'était pas une autre figure publique amenée pour un extrait sonore. C'était l'homme qui signait les briefings de sécurité que le procureur général devait lire chaque matin, mais il n'avait pas prévu que ce témoin connaisse chacun de leurs mouvements. Léonard prit une gorgée d'eau, non pas par nervosité, mais pour se préparer. La salle d'audience était devenue plus silencieuse, comme si l'air avait changé et que tout le monde pouvait le ressentir sans savoir pourquoi. Le procureur s'écarta. « Monsieur Braxton, pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez examiné avant votre témoignage ?» Léonard hocha la tête une fois, sans hésitation. « J'ai examiné les images de la caméra de bord, les enregistrements audio des répartiteurs, les journaux de patrouille interne, les rapports d'incidents et un résumé d'enquête des affaires internes qui n'a jamais été transmis à la commission des plaintes civiles. » Royce se pencha en avant. « Excusez-moi, votre honneur, nous n'avons pas été informés d'un résumé interne. » Le juge lui fit signe de se taire. « C'est un témoin, monsieur Royce, laissez-le parler. » Léonard continua à tourner une page dans ses notes. L'agent Kinley avait signalé que le suspect, monsieur Mill, avait refusé de sortir du véhicule, mais les journaux radio montraient que Kinley avait appelé pour un contrôle routier après que monsieur Mill était déjà sorti du véhicule, ce qui était horodaté à 19h42. L'écart était de 26 secondes non comptabilisées sur la caméra de bord. Kinley bougea sur son siège. J'ai également examiné les images de la caméra corporelle. L'appareil de l'agent Danvers s'était éteint au milieu de l'interaction. La batterie était complètement chargée au début de son quart de travail, conformément au protocole d'enregistrement standard. Son propre journal de patrouille confirmait cela. Royce s'était redressé. Objection, monsieur Braxton spécule sur la panne de la caméra corporelle. Léonard regarda directement Royce, calme comme toujours. Pas de spéculation, monsieur. C'est dans le rapport d'entretien déposé 3 jours plus tard, j'en ai apporté une copie. Il glissa un paquet agrafé sur la barre des témoins. Une onde d'agitation parcourut la pièce. Ce n'était pas un homme qui devinait. C'était un homme qui avait passé des années à décoder des mensonges qui semblaient bien plus propres que cela. Léonard ajusta son siège et fixa le juge. J'ai également examiné les journaux GPS de l'unité de patrouille. La voiture a fait un arrêt imprévu 6 minutes après l'incident, dans un terrain vague près de Clay Street. Aucun rapport n'a été déposé. Aucun appel n'a été effectué.
Aucun enregistrement. Danvers cligna des yeux rapidement. Royce griffonna quelque chose et le passa à ses clients. Kinley ne le lut pas. Il serra simplement la mâchoire et regarda le sol. Léonard ne se précipita pas. Chaque phrase était un paragraphe distinct. Chaque mot avait du poids. Lorsque l'agent Kinley était revenu au commissariat ce soir-là, il avait soumis un rapport d'usage de la force. Ce rapport avait été signé par son officier superviseur sans entretien de suivi. Ce superviseur avait d'ailleurs 2 infractions antérieures pour avoir signé des rapports impliquant l'agent Kinley sans examen approprié. Ces documents étaient inclus dans la base de données de surveillance fédérale en vertu de l'article 7. J'en avais des copies. Royce était déconcerté. En objectant, il était resté figé, son stylo suspendu entre 2 doigts. Léonard prit une autre inspiration. J'ai examiné près de 900 cas de recours à la force au cours des 2 dernières années. Statistiquement, moins de 1% présentaient le type de schéma de regroupement que j'ai trouvé entre les officiers Kinley et Danvers. Même profil racial des victimes. Mêmes incohérences dans les images. Mêmes lacunes dans la documentation. Ce n'était pas de la malchance. C'était un schéma. Les halètements n'étaient pas autorisés dans les salles d'audience, mais ils se produisaient quand même. Même le juge avait cessé de tapoter son stylo depuis la galerie. Darius avait légèrement incliné la tête, comme s'il s'autorisait enfin à croire que ce n'était peut-être pas une autre impasse. La main de sa mère serrait le dossier plus fort. Ses articulations étaient pâles. Léonard se tourna vers l'accusation. « Voulez-vous que je passe au nom des autres victimes ?» Le procureur fit un petit signe de tête. « S'il vous plaît. » Léonard lut 5 noms, chacun avec un horodatage, chacun soutenu par des documents. Chacun avait déposé une plainte qui n'avait abouti à rien, et 2 d'entre eux avaient déménagé hors de l'État. L'un s'était suicidé l'année dernière. Ce nom de famille avait une résonance différente. Personne dans la salle d'audience ne put rester assis après cela, même le juge se pencha en avant, le menton dans la main, les yeux plissés. Léonard ferma son dossier, pas plus de détails à moins que le tribunal ne les demande, dit-il d'une voix ferme et silencieuse. Danvers marmonna quelque chose, Kinley ne dit pas un mot. Léonard se rassit sur sa chaise, pas affalé, pas suffisant, juste immobile. La salle d'audience avait changé. Il n'avait pas élevé la voix, il n'en avait pas eu besoin, mais la tempête n'avait même pas encore commencé. Royce se leva enfin. Son visage avait pâli, ses couleurs s'étaient estompées. Son arrogance habituelle avait disparu. « Monsieur Braxton, commencez-vous. Vous avez fait de fortes affirmations. Puis-je vous demander sous quelle autorité vous avez examiné ces documents ?» Léonard ne s'y a pas. C'était moi et cette autorité qui était demandée par Royce, essayant de reprendre du terrain. Léonard n'éleva pas la voix, il ne se pencha même pas en avant, il parla simplement avec le calme qui rendait le silence plus pesant. « Je suis le directeur de la sécurité intérieure. » Les mots ne résonnèrent pas comme un rebondissement de film, mais comme une prise de conscience silencieuse, lente, régulière, irréversible. Un juré haussait les sourcils, un autre se redressait sur son siège. La galerie resta immobile. On pouvait entendre le craquement d'un banc sous quelqu'un qui bougeait nerveusement. Royce rit faiblement. « Je suis désolé, je pensais que vous aviez dit que je l'avais fait. » Léonard répondit « Je supervise la réponse fédérale aux menaces intérieures, y compris la conduite des services chargés de l'application de la loi recevant des fonds fédéraux. » Valdosta est l'un d'eux. Il fouilla à nouveau dans son dossier et en sortit une seule feuille. « Ceci est une notification d'une enquête fédérale en cours sur les schémas d'abus dans ce département, signée ce matin, en vigueur immédiatement, balbutia Royce. Vous dites que cette salle d'audience était... » Léonard l'interrompit. Pas observé méchamment. Oui, l'enquête a commencé il y a 3 semaines. Je n'étais pas juste un témoin, j'évaluais la crédibilité des vôtres, vos clients. Danvers se pencha en avant. Attendez un instant, ce n'était même pas une vraie audience. Léonard tourna légèrement la tête. Non, monsieur Danvers, c'est bien réel. Vos actions ont eu de réelles conséquences et le système que vous pensiez vous couvrir a juste été à court d'excuses. Kinley parla enfin à voix basse. Vous nous avez piégés, non ? Léonard répondit. Cette fois, vous vous êtes piégé au moment où vous avez commencé à traiter les gens comme s'ils étaient jetables. Le juge s'éclaircit la gorge. Est-ce confirmé, monsieur Braxton ? Léonard glissa une autre enveloppe à l'huissier, signée par le procureur général. Vous trouverez une liste des observateurs du ministère de la Justice présents dans cette salle d'audience aujourd'hui. C'est à ce moment-là que 2 personnes dans la galerie se levèrent. Pas de costume, pas de cravate, juste des yeux calmes et des badges d'identification qu'ils n'avaient pas montrés jusqu'à présent.
Royce devint pâle et s'éloigna de la table de la défense. C'est scandaleux, c'est une procédure à huis clos. Léonard garda les yeux rivés sur lui. Elle n'est fermée que si personne n'ouvre la porte. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Personne ne parla après cela, ni le juge, ni les jurés. Les deux officiers restèrent assis, incrédules, réalisant que la pièce qu'ils pensaient contrôler n'avait jamais été la leur. De l'arrière, Darius se leva, il ne dit pas un mot, il n'en avait pas besoin. Léonard se leva aussi, ajusta sa veste, rassembla son dossier et hocha la tête une fois vers la galerie. Avant de descendre de la barre, il parla une dernière fois pour ceux qui regardaient et ceux qui écoutaient. Chaque badge a du poids et chaque abus de ce badge a un coût. Ce coût sera payé, si ce n'est pas aujourd'hui, alors demain, mais il sera payé. Puis il descendit. Une pause suspendue dans l'air était trop longue pour être ignorée. Le juge demanda finalement une suspension d'audience, mais le mot sortit raide, comme s'il ne savait pas où atterrir. Devant le palais de justice, les fourgonnettes de presse étaient déjà arrêtées. Quelqu'un avait divulgué le nom de Léonard Braxton 30 minutes plus tôt. Cela n'avait plus d'importance, son visage serait au journal télévisé du soir avant qu'il n'atteigne le parking. Il ne broncha pas. La porte de la salle d'audience se ferma derrière lui, il passa devant les journalistes, devant les spectateurs, devant le chaos. Il n'avait pas besoin d'applaudissements, il n'en voulait pas, mais Léonard n'était pas là pour se venger, il était là pour la justice. Léonard ne retourna pas immédiatement à Washington, il resta une nuit de plus dans le petit motel près de la sortie de la ville, dans la même chambre, sans surclassement. Il n'aimait pas l'agitation et n'avait certainement pas besoin de célébrer, il n'y avait rien à célébrer. Le lendemain matin, juste avant le lever du soleil, il s'assit dehors avec un café noir et un bloc-notes, griffonnant des pensées qui pourraient ne jamais être partagées. Toutes les victoires ne semblaient pas en être une. Les médias étaient déjà en train de transformer l'histoire en un titre. Le directeur de la sécurité intérieure dénonce des policiers corrompus dans une salle d'audience de Géorgie. Ils avaient raté l'essentiel, il n'avait jamais été question d'un titre. Il n'avait pas besoin que les gens se souviennent de lui, il avait besoin qu'ils réfléchissent, qu'ils posent des questions, qu'ils commencent à regarder de plus près. De l'autre côté de la ville, dans un restaurant près du palais de justice, Darius Miles était assis dans une cabine avec sa mère pour la première fois depuis des mois. Il ne scrutait pas la porte toutes les 5 secondes. Il ressentait toujours une douleur à l'épaule. Il sentait toujours sa mâchoire se contracter lorsqu'il essayait de sourire, mais quelque chose avait changé. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait me chercher », avait-il dit. Sa mère lui serra la main. Quelqu'un l'a fait. Léonard ne les appela pas par la suite. Il n'envoya pas de relance. Il se dit qu'ils avaient besoin de leur propre paix. Parfois, la meilleure façon de protéger quelqu'un était de s'éloigner une fois la bagarre terminée. De retour à Washington, lorsque Léonard regagna son bureau, son assistant avait une pile de dossiers qui l'attendait. De nouveaux dossiers, de nouveaux rapports. Mais tout en haut, quelqu'un avait glissé une photo de la salle d'audience. On y voyait Léonard debout à la barre des témoins, le regard fixe, la bouche au milieu d'une phrase. Il y avait un mot attaché au sommet par un trombone, certaines salles exigent que vous parliez plus fort que le microphone. Il sourit légèrement. Léonard savait comment le système fonctionnait. Il savait que ce ne serait pas le cas de s'effondrer après une audience, mais peut-être juste, peut-être que ça s'était un peu fissuré ce jour-là. Peut-être qu'un officier dans un département réfléchirait à 2 fois avant de franchir la ligne. Peut-être qu'un jeune homme regardant de loin croirait que la justice n'était pas juste un mot qu'il ne prêchait pas. Il n'avait jamais eu besoin de cela, mais sa présence disait ce qui devait être dit. On ne sait jamais vraiment à qui on a affaire, et si vous traitez quelqu'un comme s'il n'avait pas d'importance, soyez prêt quand il vous rappelle qu'il en a. Parce que le pouvoir n'a pas toujours l'air bruyant. Parfois, il est assis tranquillement au fond d'une salle d'audience, écoutant, attendant, observant, et quand le moment est venu, il parle non pas pour intimider ni pour humilier, mais pour rappeler aux gens que la vérité a une mémoire. Certaines personnes se moquent de ce qu'elles ne comprennent pas, d'autres rient parce qu'elles ont peur et ne le savent pas encore. Mais Léonard Braxton était l'homme qui était entré dans une salle d'audience, les avait laissés écrire leur propre chute et n'avait pas dit qui il était jusqu'à ce qu'ils se soient déjà enterrés dans leurs mensonges. Il n'était pas le genre d'homme qui avait besoin d'une scène. Il avait juste besoin d'une place à la table et il s'était assuré que les autres aient la leur aussi. Si vous êtes resté avec cette histoire jusqu'à maintenant, demandez-vous combien de personnes vous avez jugées avant de connaître la situation dans son ensemble, combien de Léonards sont passés devant vous en regardant tranquillement. Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles qui disent le moins jusqu'à ce que cela compte le plus. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui nous rappellent que ce que vous voyez n'est pas toujours ce que vous obtenez.